Halliday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength, Halliday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner, by knockout, is Halliday. Halliday, bring it on. Vous écoutez Après le vide, le podcast qui aborde les conséquences des violences sexistes et sexuelles sur nos vies. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de VSS, et ici, des personnes qui ont vécu ces violences viennent raconter leur histoire et ce que ça a changé dans leur vie. On en parle simplement, sans tabou, pour déculpabiliser et surtout comprendre comment ces violences marquent nos corps, nos esprits et nos quotidiens. Parce qu'il y a autant de vécus que de victimes, et que chaque histoire mérite d'être racontée et écoutée. Il y a 2 épisodes par mois, et si le podcast vous aide ou vous parle, le meilleur moyen de le soutenir gratuitement, c'est de lui mettre la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Après le vide. Aujourd'hui, je reçois Natacha. Elle revient sur sa jeunesse marquée par les violences psychologiques et sexuelles subies de la part d'un homme beaucoup plus âgé qu'elle, rencontré sur Internet lorsqu'elle n'avait que 16 ans. Homme qui d'ailleurs lui a caché son âge pendant très longtemps. Cette relation, fondée sur l'emprise, la domination, a forcément profondément affecté sa confiance en elle et sa perception de tout son monde. Natacha nous dit aussi qu'elle a été adoptée, et que sa relation avec ses parents adoptifs a toujours été assez compliquée. Elle revient d'ailleurs sur une agression qu'elle a subie à l'âge de 14 ans, un moment d'ailleurs où elle n'a pas trouvé le soutien nécessaire auprès de ses parents. Cet épisode aborde des sujets très sensibles comme l'addiction, la fausse couche, des violences sexuelles avec des détails explicites. Certains passages peuvent être très durs à écouter. Prenez soin de vous. Et n'écoutez cet épisode que si vous vous sentez prêt ou prête à entendre le témoignage de Natacha. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Romane, alors je m'appelle Natacha, j'ai 33 ans. Voilà, et je témoigne actuellement du Chili, où je suis en voyage. Je fais un voyage d'à peu près 1 an en Amérique du Sud, avec mon conjoint. Voilà. Alors c'est important pour moi de témoigner aujourd'hui parce que j'ai besoin que tout ça un peu sorte de moi. Ça tourne beaucoup dans ma tête et j'ai besoin de faire sortir tout ça par la parole. Et le fait aussi d'avoir entendu beaucoup de témoignages et de sentir que ça me faisait du bien. De me sentir moins seule, d'avoir aussi un peu des clés de compréhension sur mes réactions. Le fait de voir que d'autres personnes pouvaient réagir ou avoir vécu des choses un peu similaires, ça m'a rassurée. Donc voilà, si mon témoignage peut apporter une petite aide à quelqu'un, pourquoi pas aussi. Donc, ce qui m'est arrivé. Juste ces petites précisions qui sont importantes après pour mon histoire, c'est que j'ai été adoptée. À l'âge de 2 ans. Il y a une fragilité au niveau de ma recherche d'identité, tout ça, durant toute mon enfance et mon adolescence. La deuxième chose, c'est que j'ai subi une agression à l'âge de 14 ans. Il se trouve que mes parents ne m'ont pas cru. Voilà, j'ai mis un petit peu de temps à leur en parler. Une fois qu'ils l'ont su, les réactions ont été vraiment difficiles à vivre pour moi. Il y a eu
Mon père m'en a voulu parce que j'ai pas réussi à lui en parler directement. Ma mère, elle, m'a dit des choses du genre mais t'es sûre que c'est arrivé? T'es sûre que c'était pas un cauchemar? Enfin, j'avais 14 ans, donc j'étais capable de différencier. Et puis même, je pense que même plus jeune, on est capable de différencier un cauchemar de la vie réelle. Donc elle m'a posé ces questions-là qui m'ont fait, qui m'ont fait comprendre que elle remettait en doute ma parole, quoi. Et au bout d'un moment, elle m'a proposé d'aller porter plainte, mais j'avais peur. Et la façon dont elle me l'a proposé aussi, c'était on va aller voir des gens à la gendarmerie, des gens qui sont professionnels. Et ces gens-là vont pouvoir t'aider à savoir si c'est vrai, si c'est vraiment arrivé, ou si c'est un cauchemar. Voilà. Donc vraiment, j'ai eu peur. J'ai eu peur, je me suis dit, mais je sais que c'est vraiment arrivé. Mais ça se trouve, ces gens-là, ils vont. Enfin, si mes parents doutent autant, ils vont douter aussi, quoi. Ils vont dire que je mens. Et du coup, j'ai vraiment eu peur. Et j'ai refusé d'aller porter plainte à la gendarmerie. Ma mère a eu des réactions un peu bizarres aussi, parce que ça s'était passé, j'avais 14 ans et c'était à la sortie du collège, un petit peu plus loin. Et du coup, elle est venue me chercher à la sortie du collège. Elle est venue me chercher carrément dans le bus. Moi, j'étais déjà dans le bus pour rentrer. Et on a refait le chemin que j'avais fait à pied le jour de mon agression. On est retourné sur le lieu. Donc pour moi, ça a été super dur. Et elle est allée demander aux personnes qui habitaient aux alentours, savoir s'ils avaient entendu des choses, s'ils avaient vu quelque chose, quoi. Et du coup, moi, ça m'a mis extrêmement mal à l'aise. Et je me disais, mais du coup, elle me croit vraiment pas, quoi. Et, euh, et évidemment, évidemment, les gens n'ont rien entendu, n'ont rien vu. Je sais plus exactement. Je sais plus exactement comment c'était fait, mais c'était possible qu'ils ne voient rien, qu'ils n'entendent rien. C'était en plein après-midi en plus. Enfin, vraiment, ça, j'ai pas compris cette réaction. Donc voilà. Et après, quelques temps plus tard, j'ai fait une grosse dépression et j'ai vu une psychologue. Et pendant ce rendez-vous avec la psychologue, on a fait un rendez-vous où ma mère pouvait venir et où là, elle m'a dit clairement qu'il ne m'avait pas cru. Voilà. Donc, donc voilà, ça a été extrêmement dur et j'ai perdu. J'étais déjà vraiment en conflit avec eux et là j'ai complètement perdu ma confiance en eux. Ils m'avaient toujours dit que quoi qu'il arrive, ils seraient là pour moi et qu'il fallait que je parle, voilà, qu'ils seraient là pour me protéger et finalement ils ne l'ont pas fait. Donc voilà, ce contexte il est important pour la suite. Pour la suite. Donc à l'âge de 15 ans, j'étais en troisième. Au niveau familial, c'était la crise parce que bon voilà, mes parents, il y a eu des soucis dans leur couple. Ils ont plus ou moins failli se séparer. Ma mère a fait une dépression quand j'étais en sixième, cinquième, je sais plus. Et bon, ça a duré un bon moment. C'était la crise, donc moi, avec cette agression, j'étais mal dans mes baskets. Enfin, rien n'allait. Et au collège, j'étais quelqu'un de très timide.
J'avais peu d'amis, j'étais pas à l'aise avec les gens. Du coup, je me suis un peu réfugiée sur Internet. Et sur Internet, alors à cette époque-là, il existait MSN. Mais tout ce qui était Facebook, tout ça, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de site de rencontre ou de choses comme ça. Ou alors c'était le tout début. Euh, du coup, je suis allée discuter sur des chats publics avec des gens. Voilà, vu que je m'entendais pas avec les gens qui m'entouraient, que je ne trouvais pas d'écoute dans ma famille, ben j'ai discuté avec d'autres personnes, un peu de tout et de rien. Et un jour, je suis tombée sur cet homme dont je ne connaissais pas l'âge. J'ai commencé à discuter avec lui. Et on s'est très bien entendu, il m'a mis en confiance, voilà. Donc j'ai commencé de plus en plus à me confier. Donc je lui ai confié le conflit avec mes parents, mon agression, toutes ces choses-là, en me disant que de toute façon je le rencontrerai jamais. Et voilà, c'était juste un réceptacle en quelque sorte de ma parole, et ça me faisait du bien. Cet homme, rapidement, il m'a demandé mon âge, voilà, en gros où j'en étais dans ma vie, et rapidement aussi, il m'a demandé si j'étais vierge. Donc, bah voilà, j'ai répondu que j'avais 15 ans, que oui, j'étais vierge. Voilà, mais tout ça, c'était dans le cadre de discussions entre nous. Voilà, ça peut paraître comme ça bizarre, je m'en rends compte. Mais sur le moment, ça l'était pas tant que ça. C'était vraiment, on était sur la confidence, sur tout ça, quoi. Donc, plus tard, il m'a demandé mon numéro de téléphone. J'étais un peu réticente, j'avais un peu peur, et puis il m'a rassurée en me disant t'inquiète pas, c'est juste un numéro de téléphone. Donc, je lui ai donné mon numéro de téléphone. S'en est suivi des soirées complètes où il m'appelait, où on discutait, parfois très tard, alors que j'avais école le lendemain. Il m'a monopolisé comme ça beaucoup de nuits. Il me parlait beaucoup de sexualité. Et moi, bon, voilà, à l'époque, c'était un petit peu interdit, je connaissais pas. Voilà, c'était intéressant, quoi. J'avais compris qu'il était un petit peu plus âgé que moi, qu'il avait de l'expérience. Donc voilà, on parlait de tout ça de manière libre, assez insistante, mais libre. À ce moment-là, il commençait déjà à me dire que dans un couple, le sexe, c'était la base. Que sans ça, ça peut pas aller. Bon. Mais il ne souhaitait pas qu'on se rencontre tant que je n'avais pas 16 ans, parce que 16 ans, c'était la majorité sexuelle. Un jour, j'ai eu 16 ans. Ah, avant ça, j'ai essayé de lui demander son âge. Parce que voilà, j'étais curieuse, lui connaissait le mien, donc je voulais savoir son âge. Et en fait, ça a été le premier petit drapeau rouge. C'est que je me suis fait un peu engueuler. Il m'a dit non, mais c'est puéril, pourquoi tu me demandes ça? On s'en fout de l'âge, c'est pas important. Voilà, donc moi je me suis sentie un peu bête. Bon, ça m'étonnait qu'il s'énerve pour ça, mais du coup, comme il était plus âgé, qu'il connaissait la vie, enfin voilà, je me disais mince, c'est immature de ma part, j'aurais pas dû demander ça, enfin bon voilà. Donc je n'ai pas su son âge. Donc un jour j'ai eu 16 ans et j'ai décidé d'aller le rencontrer. Et il a accepté. Donc sans rien dire à personne, j'ai pris un train parce qu'on n'habitait pas dans la même ville. J'ai pris un train. Dans le train, à un moment donné, je me suis dit, ouh là, c'est peut-être un peu dangereux ce que tu fais. Mais bon, voilà, dans l'excitation, tout ça, j'avais 16 ans, je me sentais grande. Euh,
je suis arrivée à la gare, je l'ai rencontré, donc effectivement il était plus âgé que moi, mais il était très jeune. Je l'ai trouvé beau, tout ça, enfin j'étais vraiment impressionnée. Et puis bon voilà, il y avait eu toutes ces discussions de presque un an, je sais plus très bien combien de temps ça a duré, donc j'avais quelque part un peu l'impression de le connaître. Dans ma tête, j'avais tous ces films Disney. euh, donc, euh, donc voilà, je rêvais de l'homme parfait et j'avais la sensation qu'il était parfait parce qu'il me comprenait, parce qu'il me croyait, parce que, euh, parce que voilà. Donc on s'est rencontrés, je suis arrivée chez lui et ben là, dès le départ, bon, il y a eu plein de drapeaux rouges comme ça qui se sont semés sur le chemin. Euh, un très gros qui m'a proposé de... Voilà. Dans un premier temps, j'ai refusé. Je voulais pas prendre ça, je connaissais pas. Enfin voilà, j'étais vraiment loin de tout ça. Au fur et à mesure de l'après-midi, il s'est rapproché de moi. Bah, c'est vrai que dans nos discussions, on parlait beaucoup de sexualité et j'étais pas venue à la base pour avoir ma première fois parce que bah voilà, j'avais besoin qu'on apprenne à se connaître, tout ça avant. Mais peu à peu, il se rapprochait et j'ai eu la sensation, je sais pas pourquoi, que finalement j'étais là pour ça. Et que finalement, si je le faisais pas, c'était un peu, qu'est-ce que je fais là, en fait, finalement. Donc, je me suis laissée faire. Euh, et au fur et à mesure, il a essayé des choses, mais il n'arrivait pas. J'étais très contractée, mon corps, en fait, n'était pas prêt. Ma tête et mon corps n'étaient pas prêts. Du coup, il n'arrivait pas. Et il m'a reproposé en me disant t'inquiète pas, ça va te détendre, ça va te faire du bien. Donc j'ai fini par céder. Je me rappelle plus trop l'effet que ça m'a fait. Au niveau du point de vue sexuel, j'ai fini par céder aussi quelque part. Il a fini par y arriver. Et voilà, j'ai eu ma première fois. J'ai pendant longtemps idéalisé cette première fois en me disant qu'il avait été doux, patient, tout ça, et que ça avait été une première fois magique. Après réflexion, en fait, je me rends compte que pas vraiment. Il a quand même beaucoup insisté. Il est allé jusqu'à me proposer de la pour me détendre, alors que, bah voilà, mon corps signifiait clairement que je n'étais pas prête. Donc voilà, ça a été le début de notre histoire. Notre histoire qui a duré 9 ans. Voilà, de mes 16 à mes 25 ans. Donc ça a été très compliqué. Il m'a mis la pression en fait très rapidement, du fait que j'étais beaucoup plus jeune que lui. Je me rappelle qu'il m'avait dit « Je vais faire de toi une femme parfaite ». Donc ça, c'est un gros drapeau rouge aussi. Donc moi, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, une femme parfaite. Mais bon, c'était lui qui savait, donc je lui ai fait confiance. Du coup, peu à peu, il m'a mis la pression par rapport à mes parents, parce que du coup, j'étais mineure. Donc, il y avait des risques d'un point de vue légal. Donc c'était compliqué. Il savait évidemment que j'étais en conflit avec eux. Donc, il m'a dit qu'il fallait que je fasse tout ce qu'il me disait pour pouvoir être tranquille par rapport à mes parents. Donc, il me disait quoi dire, à quel moment, comment les faire craquer, comment les manipuler pour que
que je sois tranquille en fait. Et il m'a beaucoup dit aussi que sa mère, il l'avait fait pleurer plusieurs fois, qu'il s'était pris la tête avec son père, qu'il s'était presque battu avec lui pour être tranquille et qu'une fois qu'il avait fait tout ça, ben voilà, il faisait ce qu'il veut. Donc voilà, il voulait que je fasse la même chose avec mes parents, sauf que bah, moi, c'était pas du tout mon but. Même si j'étais en conflit avec eux, mon but n'était pas du tout de les faire craquer, de les faire pleurer, de les faire souffrir. Donc ça a été très dur pour moi. Il y a eu comme un espèce de conflit de loyauté, parce qu'en même temps, mes parents m'avaient énormément déçue. Et j'avais plus confiance en eux. Et ce mec m'avait cru, me disait qu'il était là pour me protéger, qu'il faisait tout ça pour notre bien. Et pour mon bien et pour le bien de notre couple. Donc du coup, j'ai essayé. Alors parfois, je craquais, j'arrivais pas. Et quand je ratais quelque chose, je me faisais engueuler. Et tout de suite, je mettais en péril notre couple et cette épée Damoclès de si ça se passe mal, si je fais pas ce qu'il dit, il allait me quitter, quoi. Donc pour moi, il était un peu mon phare. J'étais vraiment très amoureuse de lui et la seule personne finalement en qui j'avais confiance. Et du coup, j'ai suivi ce qu'il me disait, quoi. Il alternait le chaud et le froid. Hein. D'un côté, j'étais hyper mature, hyper intelligente, hyper belle. J'étais parfaite, quoi. Et parfois, j'étais une gamine qui comprend rien à rien, qu'il en avait ras-le-bol, que quelque part, il faisait un sacrifice un peu. Il se sacrifiait, il se sacrifiait pendant quelques années, le temps que je sois parfaite, quoi. Le temps qu'il me modele, comme de la pâte à modeler, quoi. Donc je suis devenue son petit pantin. Voilà. Voilà, du coup, évidemment, le conflit avec mes parents s'est intensifié à tel point que j'ai été placée en maison d'enfants, maison d'accueil, parce que ce n'était plus vivable. Et ensuite, je suis allée m'installer avec lui à mes 18 ans. Il avait déménagé, il est parti. Donc à 18 ans, je suis partie le rejoindre là-bas. Et on a commencé à habiter ensemble. Qui a été très très dur parce que il continuait son attitude de manipulation et d'emprise. Hein. Il me soufflait le chaud et le froid selon ses besoins. Quand je suis arrivée, il travaillait encore. Du coup, il m'avait dit « c'est moi qui travaille, c'est moi la priorité ». Du coup, il a été encore plus le fait que je vivais avec lui ma priorité. En plus, on avait déménagé très loin de là où j'habitais. Du coup, je ne connaissais personne. J'étais complètement seule. Donc voilà, j'ai suivi tout ce qu'il me disait. C'était quelqu'un d'assez violent aussi quand il s'énervait. Il m'a déjà menacée avec son poing. Il m'a déjà secouée. Il m'a jamais frappée directement, mais voilà. Ah oui, avec tout ça, j'ai oublié son âge. Un jour, avant qu'on habite ensemble, j'ai découvert... Enfin, je suis tombée sur sa carte d'identité qui traînait dans sa voiture. Je sais pas pourquoi, elle était sur la plage arrière de son coffre. Et du coup, j'ai vu sa date de naissance.
il a vu que j'avais vu, il a un peu paniqué. Et en fait, il avait 12 ans de plus que moi. Moi, j'étais de 92 et lui, il était de 80. Mais il m'a dit, mais t'inquiète, je suis née en fin d'année. Moi, je suis née en début d'année, du coup, voilà, au final, ça faisait que 11 ans de différence. Donc, je vous laisse imaginer, quand on a commencé à discuter et qu'il a su mon âge, il avait 27 ans. Et moi, j'en avais 15. Et quand on s'est rencontrés, il avait alors 27 ans et demi, et moi, j'en avais 16. Voilà. Aujourd'hui, quand j'ai eu 27, 28 ans, ça m'a choquée. Et j'ai regardé un petit peu les jeunes de 16 ans, 15 ans, voilà, les jeunes filles et les jeunes hommes. Et je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. Il faut il faut avoir un problème pour à 27 ans, enfin, bientôt 30 ans, quoi, être attiré par des enfants. Alors certes, c'est la fin de l'enfance, mais quand même, c'est très jeune et c'est pas possible, quoi. Donc j'ai réalisé ça plus tard. Sur le moment, on était les deux contre le monde. Oui, on a une différence d'âge, mais l'amour n'a pas d'âge. Toutes ces conneries. Enfin, toutes ces conneries qui sont pas valables en fait à ces périodes-là de la vie. Quand tu es adolescente, un adulte avec un adolescent, ce n'est pas normal. Voilà, simplement. Donc, voilà, j'avais complètement coupé les ponts avec mes parents. J'étais seule avec ce type qui m'empêchait aussi de rencontrer du monde, hein. Avant qu'on se rencontre, évidemment, il m'avait dit il faut qu'on ait des amis en couple, voilà, des amis de couple, tout ça. Ça n'a pas du tout été le cas. Euh, il a arrêté de travailler rapidement, mais il est resté la priorité. Euh, Moi, j'ai tant bien que mal continué le lycée. J'ai eu mon bac de manière assez difficile parce que lui, il travaillait plus, mais il est devenu complètement accro aux jeux vidéo. Mais ça, c'était un peu de ma faute parce que du coup, quand on s'est rencontrés, il prenait de la drogue. Et du coup, à cause de moi, il a arrêté la drogue. C'était vraiment sa façon de dire, hein. Il n'y a pas grâce à moi, c'était à cause de moi. Et du coup, bah, il s'est lancé dans les jeux vidéo. Voilà. Et il a arrêté de bosser. Et bon, voilà, il était sa vie sur les jeux vidéo. Mais il était toujours la priorité, bizarrement. Donc voilà, ça a été 9 ans d'enfer, vraiment. Où je me faisais rabaisser. Euh, Parfois, il me hurlait dessus. Parfois, j'étais parfaite. Enfin, j'étais complètement perdue, forcément, émotionnellement. Et j'essayais tant bien que mal de progresser dans ce but qui s'était fixé pour moi de devenir une femme parfaite. Malgré tout, j'ai continué mes études. On est revenu dans notre région d'origine parce que la seule école qui m'acceptait, qui acceptait mon dossier, était dans ma région d'origine. Donc, je l'ai supplié pendant tout l'été pour qu'on déménage avant ma rentrée. Il a refusé, il a refusé. Résultat, on a fait le déménagement la première semaine de ma rentrée. Donc je m'en souviens pas de cette première semaine de rentrée. On avait 7 heures de route hein, pour ce déménagement. Du coup, la première semaine, je m'endormais en cours parce qu'on faisait l'emménagement en même temps. Mais ça m'a permis, parce que c'était dans la ville où mon père habitait, parce que mes parents sont séparés entre-temps.
Et du coup, ça m'a permis de retrouver mon père. Parce que comme j'avais ma rentrée, je pouvais pas faire les allers-retours. Donc, du coup, j'ai habité une semaine chez mon père. Et du coup, on a pu remettre les choses à plat sur ce qui s'était passé quand j'étais ado. Voilà, on a tourné une page dans notre relation. On a pu repartir sur de bonnes bases. Et ça fait partie des choses qui m'ont sauvée. Parce que du coup, il était là. Il était là, de loin, comme il pouvait, mais il m'a fait comprendre qu'il serait toujours là pour moi, quoi qu'il arrive, de manière inconditionnelle, quoi. Donc, voilà. Il faut savoir qu'avec ma mère, c'était très compliqué parce que, ben, elle, euh, elle, euh, elle était plutôt braquée contre mon copain. Et, euh, et moi, j'avais cette... instinctivement, je le protégeais, du coup, je me suis braquée contre elle. Et puis, le peu de fois où je lui ai demandé de l'aide pour une voiture, pour des choses comme ça, à chaque fois, c'était sous condition. À condition que je vienne la voir, à condition que je reprenne des cours, à condition... Et du coup, pour moi, c'était pas gérable. Je pouvais pas gérer ce que je vivais avec mon copain à ce moment-là qui m'imposait des conditions, qui me mettait la pression pour tout, plus une personne à côté qui en rajoutait, quoi. Je pouvais pas. Donc ça a vraiment pété la relation avec ma mère. Et puis elle a eu des paroles aussi extrêmement dures. Bon, moi j'étais très dure avec elle aussi, hein. J'en ai conscience, je le reconnais. Mais elle m'a dit des choses. Par exemple, il se trouve que je m'entendais bien avec la famille de ce mec, notamment avec sa mère. Enfin voilà, à chaque fois qu'on allait voir sa famille, pour moi c'était un moment où je pouvais souffler, où déjà je retrouvais une ambiance familiale que j'avais perdue et où il me laissait tranquille. Donc voilà, du coup, je m'entendais très bien avec sa mère. Et du coup, ma mère, au bout d'un moment, m'avait envoyé un message. Elle m'avait dit j'ai appris que tu t'entendais très bien. Non, oui. J'ai appris que tu t'étais trouvé une nouvelle mère. J'aimerais savoir ce que ça fait de changer de maman pour une deuxième fois. Voilà. Euh, Ça m'a vraiment choquée. À partir de là, j'ai complètement coupé les ponts avec elle. Donc voilà, d'où l'importance de cette histoire d'adoption. Ce contexte quand même a vachement joué aussi dans moi, mon mal-être, mon besoin d'avoir quelqu'un qui me rassure. Donc bref, du coup j'ai vécu avec cet homme. Euh, pour dire les moments de violence extrême, il a cassé deux tables basses parce que j'avais fait quelque chose, pas grand-chose, hein, qui l'avait énervé et du coup, avec son poing, il a tapé sur une table basse et il l'a cassé, il a fait un trou dedans, il l'a cassé en deux, quoi. C'était extrêmement violent et ça, il l'a fait dessus 2 fois. Autre chose, il m'a pris des mains un mug plein de tisane et il l'a brisé aussi devant moi. Heureusement, j'avais un plaid parce que c'était de la tisane bouillante.
Du coup, ça, j'ai pas eu de brûlure, mais enfin voilà, il y avait de la tisane partout. C'est la tisane aux fruits rouges, donc il y avait des taches au plafond partout. Enfin voilà, c'était vraiment un enfer. Et moi, il passait son temps à dire que je ne comprenais rien, que je faisais rien qui n'allait, enfin, que heureusement qu'il était là, parce que sinon, enfin voilà, je serais capable de rien. Il n'y avait pas un seul jour où il ne me disait pas que j'étais pas capable de faire quelque chose. Vraiment, tous les jours. Tous les jours, il disait t'es pas capable de faire ci ou t'es pas capable de faire ça. Et il n'avait pas repris de travail à ce moment-là. Moi, j'ai continué mes études et ensuite j'ai mis un peu de temps à trouver du travail. C'est moi qui gérais tout, l'administratif, le budget, les courses. Il était pas, il ne pouvait pas aller en course sans moi. Je sais pas pourquoi. C'était en plus, évidemment, il choisissait les jours où je finissais tard pour qu'on aille faire des courses. Les jours où je finissais à 15h ou à 13h, non, il n'était pas motivé. Du coup, il était motivé les jours où je finissais à 18h, 19h. Et il fallait pas y aller à 18h, 19h parce que c'est là où il y avait le plus de monde. Donc on attendait parce que ça fermait à 21h30. Je me rappelle ce supermarché. Donc on y allait à 20h. Moi j'étais complètement crevée parce que je commençais mes journées à 6h30. Parce que je prenais le train pour aller en cours. Et quand je travaillais, je partais très tôt. On commençait le travail à 7h. Enfin voilà, du coup. Et en course, dans les supermarchés, il m'imposait de faire tous les rayons. Fallait que je vérifie avant qu'on aille en course ce qu'il y avait dans le frigo, parce que lui, la journée, il était sur ses jeux vidéo. Il n'avait pas le temps de vérifier. Donc, donc c'est moi, en rentrant du boulot, des cours, qui devait regarder ce qu'il y avait dans le frigo, dans les placards, savoir de quoi on avait besoin. Et même en ayant fait ça, et en faisant une liste, on était obligé de faire tous les rayons. Donc moi j'étais crevée. Du coup après ça m'a traumatisée et je pouvais plus aller dans les supermarchés. Enfin même encore aujourd'hui c'est compliqué. Je déclenche des angoisses. Parce qu'en plus je me faisais engueuler dans le supermarché parce qu'on n'allait pas assez vite. Enfin voilà, c'est vraiment du harcèlement, de la manipulation vraiment affreuse. Enfin voilà, c'était vraiment 9 ans d'enfer. Pendant tout ce temps, j'ai réussi à me faire des amis. Parce que, par exemple, quand j'étais en BTS, du coup, j'étais dans une classe, je ne pouvais pas m'empêcher. Donc, du coup, j'ai rencontré des gens et je me suis fait mes premiers amis comme ça. Il y a aussi le fait que j'avais pris beaucoup de poids. Et quand on est retourné dans ma région, j'ai recommencé à faire de la danse africaine. Et il pouvait pas vraiment m'empêcher non plus parce que du coup j'avais pris beaucoup de poids donc ça lui convenait pas. Donc la danse africaine ça me faisait du sport pour perdre du poids. Donc là c'est pareil, j'ai rencontré des amis, notamment une qui a été extrêmement et qui est toujours extrêmement importante pour moi. Donc j'ai commencé un petit peu à voir des gens à l'extérieur et quand je discutais un petit peu de ma relation, petit à petit je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait dans ma relation. Et ce qui a fait que je suis partie, que j'ai fui en fait, c'est... alors j'ai eu une première grossesse où j'ai fait une IVG parce que c'était trop tôt, je venais juste de trouver mon travail, voilà, je risquais de le perdre, c'était pas viable.
Donc j'ai fait une première IVG où il a été absolument horrible avec moi. Vraiment, il n'y a aucune empathie. Mon père m'a un peu accompagnée à ce moment-là, parce que mon père était médecin, du coup il m'a accompagnée un peu dans les démarches. Donc suite à cette IVG, j'ai fait une dépression et durant cette dépression, j'ai vu une psy et pendant ce travail, pendant 1 an, peu à peu, j'ai compris que j'étais victime de manipulation dans son comportement. Vraiment, c'était pas normal. À ce moment-là, j'étais vraiment au bout du rouleau. J'avais des idées noires. Euh, je n'étais plus que l'ombre de moi-même. Vraiment, c'était vraiment une période très, 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 très difficile. Donc, 1 an plus tard, je suis tombée enceinte. Et à ce moment-là, j'ai souhaité le garder parce que j'étais en CDI. Alors lui, il travaillait toujours pas, hein. Mais moi, j'étais en CDI, j'étais capable financièrement de le garder et je souhaitais le garder. Sauf que j'ai fait une fausse couche. Et la fausse couche s'est extrêmement mal passée. Au moment... Alors déjà, ça a duré 3 semaines. Pendant 3 semaines, on n'était pas sûr. J'ai fait des allers-retours chez le médecin. On ne savait pas si finalement la grossesse allait continuer ou s'arrêter. Donc j'ai fait les montagnes russes pendant 3 semaines. Et au moment où j'ai pris le rendez-vous pour faire ce qu'on appelle une aspiration, parce que c'était sûr que la grossesse était arrêtée naturellement. Ce soir-là, c'était, je me rappelle, la Saint-Valentin, 14 février, la nuit du 14 au 15 février. Du coup, c'est passé l'expulsion de la grossesse. Et ce soir-là, j'ai eu des contractions pendant 5 heures, de plus en plus fortes. À la fin, je pouvais pas m'empêcher de gémir de douleur. Et lui, il était au-dessus de la chambre, sur son ordinateur, et il venait me voir et ça l'énervait. Ça l'énervait que je gémisse de douleur. Il me disait, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux aller aux urgences ou pas? Enfin, au bout d'un moment, ce serait bien de me dire, parce que je sais pas quoi faire. Ah voilà, je me faisais engueuler, quoi. À la fin, où ça devenait vraiment insupportable, à tel point que je suis sortie de la chambre, je me suis effondrée à terre à cause d'une contraction. J'ai vomi, et désolée pour les détails. Et là, comme il faisait rien, bah, j'ai appelé les pompiers. Et il m'a hurlé dessus en me disant, mais ça va pas, pourquoi t'appelles les pompiers alors que je suis là, je vais passer pour un con. Ça, c'était une phrase qui disait beaucoup aussi, que je le prenais pour un con. Enfin voilà, au final, il a fini par m'emmener aux urgences gynécologiques. Là-bas, je me suis retrouvée les 4 fers en l'air, sauf que pendant qu'elle était en train d'enlever un peu les restes de la grossesse, il y a eu un appel d'urgence, elle a dû partir, du coup je suis restée les 4 fers en l'air avec un truc qui pendait. Je suis désolée pour les détails, c'est affreux. Et vraiment, j'étais au comble de la tristesse, de la terreur et de l'humiliation. Et à côté de ça, il était là. Et je lui ai tendu la main pour qu'il me soutienne. Et il m'a donné son petit doigt. Voilà. Et j'ai pris son petit doigt. Et il attendait, il avait le bras tendu comme ça. Je tenais son petit doigt. Enfin, c'était vraiment une scène d'horreur. Bon, elle a fini par revenir, par m'enlever tout ça. Il fallait qu'on patiente un peu dans une salle à côté, le temps d'être sûr que je faisais pas d'hémorragie. Je sais plus combien de temps on a patienté, peut-être, je sais pas, 10 minutes, 20 minutes. Et pendant tout ce temps, il faisait la gueule parce que il me disait, bah, c'est bon, là on peut partir. Bon, bref, on est parti.
Une fois rentrée, il y avait toujours mon vomi par terre. Il m'a dit moi je ramasse pas ça. Donc j'ai ramassé mon vomi juste après avoir fait ma fausse couche. Enfin bref, voilà les horreurs que j'ai pu traverser avec lui. Après ça, j'étais complètement vide. Les idées noires étaient là. À un moment donné, je me suis regardée dans la glace et je me suis dit, il faut que je fasse un choix. Il faut que ça s'arrête. Alors, soit je fais le choix d'arrêter ma vie, soit j'arrête cette relation. J'avais déjà tout un scénario pour me suicider, hein, clairement. J'étais vraiment au bout du rouleau. Et finalement, j'ai fait le choix de le quitter. Donc ça a été très dur. Il m'a harcelée pendant 1 an et demi après ça. J'ai porté plainte 2 fois contre lui pour harcèlement. Ces plaintes ont été classées sans suite. Enfin voilà. Suite à tout ça, voilà, s'est suivi une période d'hypersexualisation où je sortais énormément, j'avais énormément d'aventures sans vraiment de sentiments, mais j'ai découvert quand même ce que c'était qu'avoir du plaisir d'un point de vue sexuel. Ce que c'était aussi de mener la danse. Donc j'ai fait ça pendant longtemps. Enfin pendant longtemps, pendant 1 ou 2 ans, je sais plus trop. J'étais très bien entourée. Ces amis que je m'étais faites pendant la danse africaine, tout ça, je me suis rapprochée d'eux. Je me suis fait d'autres amis, des gens un peu plus âgés, hein, toujours, qui ont été très bienveillants avec moi et qui m'ont permis de tout lâcher un peu et d'être libre, d'avoir cette période d'euphorie. Et puis un jour, alors j'étais incapable d'avoir des sentiments à ce moment-là, c'était vraiment, j'allais, je venais, et j'avais des relations en hiver un peu plus longues, c'était un peu j'appelais ça mes plaids, c'est un petit peu dur de dire ça, mais je m'entendais très bien avec ces gens-là, et c'était des moments super, j'ai fait des super rencontres, mais il n'y avait pas de sentiments, c'était pas possible pour moi. Un jour, j'ai eu des sentiments pour un mec et peu à peu, je me suis rendu compte qu'il présentait les mêmes drapeaux rouges que mon ex. Alors là, il m'a quittée et ça a été très dur. Je me suis rendu compte que je retombais dans le panneau, donc je me suis repris en main. J'ai changé ma carrière professionnelle, j'ai repris des études et j'ai suivi une thérapie pendant 4 ans. Pendant cette thérapie, on a retravaillé tout ça. Au début de mes études, j'ai rencontré mon conjoint actuel. Donc je lui ai expliqué que voilà, j'avais un vécu compliqué, que sexuellement c'était compliqué pour moi. Enfin voilà, mais... Et voilà, après je voulais plus en reparler, donc on a continué. J'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler, on s'est installés ensemble, tout ça. Tout allait très bien. On avait ce projet de voyage. Vraiment, c'était génial. Et là, je me suis effondrée, en fait, en écoutant une émission sur Gabriel Maznev. Et par la suite, j'ai vu le film Le Consentement, voilà, avec l'histoire avec Vanessa Springora. Et là, en fait, je me suis rendu compte que durant ces 9 ans, j'avais vécu des agressions sexuelles et des viols conjugaux. Déjà, ma première fois, elle était limite avec la drogue. Mais par la suite, voilà, ce mec voulait absolument que je pratique la fellation. Il m'en avait parlé quand on était au téléphone, quand j'avais 15 ans. Et voilà, il voulait absolument que je fasse ça. Moi, je voulais pas. C'était quelque chose qui me dégoûtait, quoi. À l'époque, j'avais 16 ans. Vraiment, je voulais pas faire ça. Et un jour,
On venait juste de rencontrer mes parents, du coup c'était un peu tendu. Enfin voilà, il avait rencontré mes parents, il avait réussi à les convaincre, tout ça, on est parti camper et là il m'a donné une fois parce qu'il aimait bien quand je prenais de la parce que je parlais beaucoup. Ce soir-là, je me rappelle que j'étais très stressée, moi là, j'avais le cœur qui battait vite et, ouais, j'étais tendue. Et du coup, je parlais beaucoup. Et à un moment donné, on est allé dans la tente. Moi, j'étais bien, bien tendue. J'avais peur. Enfin, pas peur, mais j'étais angoissée. Ça me créait, voilà, des angoisses. Et là, on commence à se rapprocher. Et là, il me réclame une fellation. Je veux pas. Du coup, il débande. Et, et j'arrive pas avec mes mains à le faire repartir. Et il me dit non, mais en fait là, ça va pas suffire. Il faut que tu fasses ça. Moi, je suis plus un gamin. Si tu peux pas faire ça, on peut pas rester ensemble. C'est la base. La fellation, tout le monde fait ça. Enfin voilà. Donc il m'a mis la pression. Il m'a dit que si je le faisais pas, on allait se séparer. Donc je me suis forcée. Clairement, j'ai cédé. Il a tellement insisté que j'ai fini par le faire. C'était horrible. Et après, il m'a imposé de le faire à chaque rapport. Parce que voilà, sans ça, on peut pas avoir de rapport. D'un seul coup, on ne pouvait plus avoir de rapport sans fellation. Et en plus, il fallait que je fasse l'effort de ne pas montrer que ça me dégoûtait. Il fallait que je fasse croire que ça me plaisait. Sinon, ça n'allait pas. Et pour que je progresse là-dedans, j'étais obligée de le faire à chaque rapport. Donc voilà, ça, j'ai compris plus tard que c'était du viol, que voilà, c'était une pratique sexuelle avec pénétration pour laquelle je n'étais pas consentante. Ensuite, il y a eu un épisode aussi, c'était le mariage d'une amie d'enfance à moi. Il acceptait de la voir parce que je ne sais pas trop pourquoi. Elle avait été adoptée comme moi, du même pays, via la même association. Et j'en avais une autre amie comme ça, et c'est les deux seules amies qu'il acceptait de voir. Voilà. Bref, on était invités à son mariage, et à ce moment-là, il prenait du Subutex. C'est un médicament quand on arrête l'héroïne et la coke. Bref, il a voulu, c'était dans la ville où on habitait, donc il a voulu qu'on retourne à l'appartement pour qu'il prenne son cachet. Il a pris son cachet et là, il a voulu avoir un rapport. J'étais d'accord hein, à ce moment-là, sauf que pendant le rapport, il a ripé. Il a ripé, il a commencé une pénétration anale. J'ai eu extrêmement mal. Je suis désolée pour les détails. J'ai crié. Je lui ai dit non. Je me suis retirée. Et là, il m'a dit, mais attends, ça rentre comme du beurre. Vas-y, tu vas voir, ça va aller. C'est normal, ça fait mal au début. J'ai refusé, mais là, il m'a bloqué. Il est retourné. J'ai crié non, j'ai pleuré. Il a fermé la fenêtre parce qu'il me disait, mais les voisins vont nous entendre. Voilà. Comme je continuais à pleurer, il a arrêté. Et là, il m'a dit, si t'es pas capable de faire ça, alors je veux que tu me suces et que t'avales. Je suis désolée, c'est très cru. Ce que j'ai fait, parce que j'étais au comble de la terreur à ce moment-là, j'avais eu tellement mal, je voulais juste que ça s'arrête. Et du coup, j'ai commencé la fellation. Et là, il a mis sa main sur ma tête. Et j'ai su que j'allais pas pouvoir m'enlever au moment où il allait éjaculer, quoi. Donc j'ai fait ce qu'il m'a dit.
là, après, on est retourné au mariage comme si de rien n'était. Moi, je n'ai plus de souvenirs clairement d'après. Donc, voilà, tout ça, je l'avais pas oublié, mais j'avais jamais mis le terme viol. Et, je m'en suis rendu compte plus tard. Là, en novembre, il y a un an, quoi, à peu près. Donc voilà, j'ai réalisé tout ça et je suis tombée dans une dépression. Du coup, on m'a mis sous antidépresseur. Depuis des années, j'avais des symptômes de tout ça, des angoisses, des comportements d'évitement, de l'anxiété sociale. Enfin voilà, j'avais en fait plein de symptômes de stress post-traumatique. Mais je ne le savais pas. Je ne savais pas que c'était ça. En parlant avec ma psy, du coup, elle a mis les mots, elle a mis ce diagnostic. Mais du coup, pendant des années, je savais que j'avais vécu ça, notamment ces 2 épisodes très violents, mais je n'ai jamais mis ces termes de viol. Je n'ai pas réalisé en fait que c'était des viols à ce moment-là. Et là, du coup, ça fait peu de temps que j'ai réalisé ça. Et c'est extrêmement dur. D'un côté, je comprends pourquoi j'avais ce dégoût de mon corps. J'avais une sorte de journal intime où je marquais des textes dans lesquels je parlais du fait que mon corps me dégoûtait, que je me sentais mal. Enfin voilà, et mes parents ne comprenaient pas non plus pourquoi je faisais toujours des cauchemars, pourquoi ça n'allait pas. Et du coup, j'ai pu en parler avec mon père et maintenant, voilà, je comprends mieux pourquoi ça fait encore cet effet-là sur moi, quoi. Pourquoi il y a autant de souffrance en moi. Donc ça fait 8 ans que j'ai fui cette relation. Et aujourd'hui, je réalise, aujourd'hui, depuis un an, je réalise vraiment la portée sexuelle aussi, les violences sexuelles. Et du coup, c'est très difficile. Là, ça commence à aller mieux parce que, voilà, le traitement antidépresseur, le fait d'en avoir parlé, voilà, ça fait du bien. Mais voilà, c'est encore très, très présent. Aujourd'hui, ça va mieux. J'ai un conjoint qui est très à l'écoute, qui cherche à comprendre ce qui m'arrive. Il n'a jamais été confronté à ce genre de choses, mais voilà, parfois il a quelques maladresses, mais globalement, il est vraiment... il est là pour moi et il m'aide, enfin il me soutient dans ce combat. Et vraiment, je l'en remercie. J'ai un père aussi qui me soutient énormément. Il m'a soutenue pendant toute cette relation aussi, avec sa présence inconditionnelle. Et vraiment, ça a été très important pour moi et c'est pareil, je l'en remercie pour ça. J'ai des amis. Aujourd'hui, je suis en voyage. Voilà, ça va globalement, mais bon voilà, la vie elle est difficile quoi, dans tous les aspects de la vie, c'est difficile. Alors quel message je souhaiterais faire passer aux personnes qui m'écoutent. Alors une première chose, c'est que pour les familles, il faut savoir, enfin les proches d'une personne sous emprise, il faut savoir que la personne sous emprise, elle n'est pas capable d'entendre
des gens, lui expliquer ce qu'elle est en train de vivre. L'important, c'est vraiment de rester présent pour elle, de manière inconditionnelle. C'est facile à dire, hein, j'en ai conscience, mais c'est possible. L'autre chose, c'est que par rapport aux agresseurs et aux harceleurs, on a toujours cette image de l'agression dans la rue, d'un inconnu. Aujourd'hui, on sait aussi que ça peut être intrafamilial, dans les cas d'inceste, tout ça. Moi, je pense qu'on ne se rend pas compte aussi que ça peut être simplement quelqu'un qu'on connaît, l'agresseur. Parce que cet homme avec qui j'étais, hein, un homme de 27 ans, 28 ans, quand on s'est rencontrés, qui s'est installé avec une jeune fille de 16 ans, il avait un père, une mère, une petite sœur. Et tous ces gens-là n'ont absolument pas réagi à ça. Alors que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce n'est pas normal qu'un homme de près de 30 ans, c'est pas normal qu'il soit attiré et qu'il commence une relation avec une jeune fille ou un jeune homme d'ailleurs, adolescent. Ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Et je pense que ces adultes auraient dû réagir, auraient dû me protéger. Je sais pas trop comment. C'est peut-être facile à dire aussi comme ça de l'extérieur, mais moi je me dis que si mon frère m'avait présenté, si aujourd'hui mon frère me présente une gamine de 16 ans comme étant sa compagne, je vais réagir. Je vais lui dire que c'est pas normal. Je vais pas laisser faire sans rien dire en fait. Même si globalement je peux pas l'interdire de la voir. Je pense aussi que j'irai voir cette jeune fille pour savoir comment elle va, pour essayer de faire quelque chose. Réagir quoi, au moins dire quelque chose quoi. Et je dirais pour finir que aussi il faut savoir s'écouter quand on a été victime de violences sexuelles, de violences conjugales. On est fatigué. Enfin moi personnellement je suis fatiguée. Physiquement, psychologiquement. Tout est difficile et il faut savoir s'écouter et prendre le temps de se poser, de faire des pauses, que ce soit dans le travail, dans la vie, pour se remettre, parce que ça va pas se faire du jour au lendemain. Accepter aussi que ça peut être long, tout ça, pour apprendre à vivre avec ça, sans que peu à peu ça n'ait plus d'impact sur le quotidien. Se remettre d'un traumatisme, j'en suis pas encore là, mais je pense que c'est possible. Simplement prendre le temps. Voilà. Et comme dans le témoignage de Manon qui disait que ça lui brisait le cœur, qu'on dise, le fait de dire à quelqu'un ça me brise le cœur que t'aies vécu ça, c'est quelque chose aussi que j'aurais aimé entendre. Voilà, que ça me fait chier que mon entourage me dise ça me fait chier que t'aies vécu ça quoi. J'aurais aimé l'entendre. Enfin voilà, ça fait beaucoup de messages finalement. En tout cas, Romane, je souhaite te remercier pour ce podcast qui m'a beaucoup apporté. Ce travail vraiment qui doit être énorme. Je te remercie de le faire. Merci de m'avoir permis de témoigner.
Un grand merci à toi, Natacha, pour la confiance que tu m'as accordée tout au long de la préparation de cet épisode, pour les échanges qu'on a eus aussi. T'es pas toute seule et on te croit. Et si vous aussi vous avez envie de raconter votre histoire au micro du podcast, vous pouvez me contacter sur Instagram ou par mail à l'adresse suivante aprèslevide.podcast@gmail.com. À dans 2 semaines pour le prochain épisode d'Après le vide.